Bonjour, bonsoir. Mon nom est Michel Blanc. Bienvenue à cette première édition vidéo et audio de Forêt numérique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité M. Jacques Nantel, figure bien connue des médias québécois et même internationaux, ancien secrétaire général des HEC Montréal, professeur émérite de HEC Montréal, fondateur et titulaire de la chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier, auteur de très nombreux ouvrages de recherche et de vulgarisation. Son dernier livre, Notre consommation entre pandémie et crise climatique sans sortir, est un livre à lire. Je vais en discuter avec lui aujourd'hui et vous me permettrez de tutoyer M. Nantel, puisque c'était mon professeur et mon mentor et que je le connais depuis 20 ans. Alors, bonjour Jacques. Bonjour Michel. C'est sûr que tu peux me tutoyer, d'autant plus que au tout début de nos fréquentations, alors que j'étais ton professeur, tu as fait bien pire que de me tutoyer. Oups! J'ai chaud. Écoute, Jacques, j'ai lu ton livre avec grand intérêt. C'est un livre particulièrement intéressant pour la période qu'on vit présentement, pour plusieurs raisons. Un, parce que, évidemment, les gens sont inquiets. Évidemment, parce qu'on a passé la COVID pendant 2 ans et on se demande, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Mais encore plus parce que depuis que tu as écrit ce livre-là, il y a une nouvelle crise qui s'est ajoutée, celle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on s'entend que les prédictions qui ont été faites dans ton livre risquent de changer, pas nécessairement pour le mieux. Il y a un passage de ton livre que j'aimerais lire avant qu'on débute et qui résume assez bien l'essence de ce que tu dis. Alors, c'est dans ta conclusion, innovateur, entrepreneur, rêveur et créateur. Chaque grande crise, fût-elle liée à la santé ou aux finances, engendre une panoplie d'innovations tant scientifiques que sociales ou économiques. La crise de COVID-19 ne fut pas différente. Percée sans précédent dans le domaine des vaccins, du télétravail, de la télémédecine, de la téléformation, du rapport aux espaces commerciaux, au commerce électronique, aux achats de produits locaux, aux achats de groupes, aux nouvelles formes de déplacement, à la restructuration du monde du travail, du salaire minimum et j'en passe, nous avons comme société réfléchi à plus d'enjeux et changé plus de pratiques durant la pandémie que nous avions osé ou pu le faire au cours des 20 ans qui l'avaient précédé. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. Et là, on a la crise de l'Ukraine. Une des notions que tu partageais dans ton livre et qui était, comme toujours, très d'à propos, mais qui fait réfléchir, c'est toute la question de la valeur et des valeurs. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Et évidemment, les choix qu'on va faire, autant au niveau individuel que collectif, qui sont associés à la valeur et aux valeurs, pourront certainement nous aider ou pas à s'en sortir dans la crise, dans la nouvelle crise qu'on vit présentement. Oui, c'est un point qui est important, Michel. Et puis, premièrement, j'aimerais remercier ceux et celles qui nous écoutent. C'est toujours en cette ère où juste obtenir 30 secondes d'attention de quelqu'un qui nous écoute peut-être aussi longuement, c'est un grand privilège. Merci. Merci, Michel, de l'invitation. Valeur singulier, valeur plurielle. L'idée ne vient pas de moi. Elle vient d'un livre qu'a écrit, soit dit en passant, avant le début de la pandémie. L'ancien directeur général, enfin gouverneur général de la Banque du Canada, puis par la suite de la Banque de Grande-Bretagne, Mark Carney, qui est un économiste absolument remarquable. Carney a écrit un livre juste avant la pandémie, qui est sorti pendant la pandémie, dont le titre est Values.
avec un S entre parenthèses. Et dans le fond, je le cite abondamment, évidemment, mais c'est cette idée-là que je trouve particulièrement intéressante, que je me suis permis de reprendre dans mon livre, qui est la suivante. Que ce soit au niveau individuel, au niveau du budget de sa famille, de son ménage, ou que ce soit au niveau collectif d'un gouvernement, notre consommation, et ça, il y a bien des choses que je ne connais pas, là, mais une des choses que j'ai faites pas mal toute ma vie, c'est de prendre un microscope et de regarder la consommation des gens, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Ça, je connais ça. Notre consommation n'est rien d'autre que l'expression de nos valeurs. Alors, puis c'est ce qui donne, nos valeurs, donne à certains objets leur valeur au singulier. La valeur d'une chose, il y a... moi, j'ai toujours aimé le grand poète irlandais James Joyce qui disait « Beaucoup de personnes connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. » Et c'est ça un peu que j'essaie de manifester ici. Si pour un être humain, puis j'en discute pas, là, ou une société, le fait d'aller vite, de montrer qu'on est puissant, qu'on est en contrôle, est une valeur fondamentale. Elle va s'exprimer forcément par des choses telles que avoir une grosse voiture, un VUS, consommer beaucoup de pétrole. C'est important pour cet individu, c'est important pour la société. Et donc, le pétrole va avoir une grande valeur, va avoir un grand prix parce que c'est fondé sur les valeurs d'individus ou de société. À l'inverse, si une société dit non, ce qui est vraiment important, c'est que tout le monde qui souffre puisse être correctement soigné, bien là, on est moins dérangé de dire qu'il faudrait peut-être rémunérer nos infirmières puis nos préposés correctement. Puis, oui, consacrer un montant à ça. Notre consommation n'est rien d'autre que nos valeurs comme individus ou comme société. Et ces valeurs donnent la valeur au singulier, donc le prix de certaines choses. C'est la raison pour laquelle on se ramasse avec certains produits, tu dis, il me semble que ce n'est pas essentiel, mais ça coûte bien cher et les gens en veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un peu dans le même souffle que historiquement, à venir jusqu'à la pandémie, on partait du principe que, dans le fond, un système de santé, là, c'est pas très utile. Hein? On s'en sert, quand on n'est pas malade, on ne s'en sert pas. Quand on ne s'en sert pas, on trouve que c'est trop et que ça coûte trop cher. Alors, combien de gouvernements ont été réélus, notamment au Québec, en disant, moi, je vais couper là-dedans, là, vous allez voir, il y a trop d'infirmières, on va te couper ça, ça ne sera pas long. On a fait même la même erreur après la crise du SRAS, donc après 2003, 2004, pardon, 2005, où on s'est dit, bon, il faudrait peut-être se doter d'écouvillons, de masques, de trucs pour être prêt lors d'une pandémie. On l'a fait un petit peu. Puis, à peine 5-6 ans après, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais tout ça, c'est dans un entrepôt, ça ne sert à rien. On va vendre ça, cet entrepôt, on va faire baisser les taxes des citoyens. Tu sais, ça ne sert à rien, cette cochonnerie-là. Puis, on s'est ramassé avec une pandémie en disant, on est tout nu, on n'a rien. Puis, c'est ce que je me suis permis de décrire dans mon livre. C'est la partie sur une espèce de roman de cap et d'épée que j'aurais aimé appeler le masque et l'écouvillon, où tout le monde s'est garoché partout pour essayer d'acheter. En fait, tout le monde s'est garoché partout pour essayer de trouver des écouvillons, en pensant que c'était une haute technologie, sans doute, qui avait été développée par le MIT, pour réaliser que c'est rien d'autre qu'un gros coton-tige surdimensionné, mais qu'on n'en faisait pas ici parce que, comme valeur, ça n'a pas une très grande, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Donc, cette pandémie, elle a fait ressortir beaucoup nos systèmes de valeurs, puis elle devrait, c'est le choix que j'énonce, elle devrait, à quelque part, cette crise de la pandémie, nous servir ou nous réaliser qu'elle pourrait nous servir de répétition générale pour la prochaine crise, qui, elle, s'appelle la crise climatique. Oui, puis étonnamment, tu parles de crise climatique. Un des conseillers russes qui était au dépôt du dernier rapport du GIEC s'est excusé à ses collègues de l'invasion en Ukraine parce que ça faisait de l'ombre, justement, à la publication de ce rapport-là. Et selon les scientifiques, on est vraiment dans une
dans une position extrêmement délicate par rapport à l'environnement et on devrait voir de très nombreux effets négatifs des choix qu'on a faits dans le passé. Maintenant, paradoxalement, à cause de l'invasion de l'Ukraine, on se rend compte qu'on a une crise pétrolière. On sait que la crise pétrolière, j'écoutais des radios ouvertes qui disaient, bon, est-ce qu'on devrait baisser la taxe sur le gaz ou on devrait donner 300 $ à chaque Québécois. En faisant ça, ben, on n'encouragera pas les méchants qui consomment beaucoup de gaz, etc., etc. Mais j'ai remarqué que dans l'équation, il avait oublié que le gaz sert aussi à transporter les biens et services, les camionneurs, et que si, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de gaz, tous les produits de consommation, quels qu'ils soient, risquent d'être pas mal plus dispendieux aussi, ne serait-ce que parce qu'il faut les transporter. On est dans un grand pays et, en même temps, dans ton livre, tu expliquais qu'avec la pandémie, on avait fait de plus en plus d'achats locaux, qu'on valorisait de donner de l'argent à des fermiers qui feraient pousser des légumes et qui viendraient nous les porter, etc., etc. Mais encore une fois, tout ça va se faire quand même en automobile. Et encore une fois, tout ça risque d'augmenter le réchauffement climatique. Fait qu'on a on est comme coincé. On est coincé, puis en plus de ça, on va oublier le gaz. On sait aussi que l'Europe, l'Ukraine en particulier, il appelait ça le panier à pain de l'Europe. Déjà, le blé est en croissance exponentielle. On sait aussi que, pour mal faire, l'Ukraine est aussi un des plus gros fournisseurs d'engrais de la planète. Donc, nos denrées vont augmenter. Il y a une spirale inflationniste. Depuis que tu as écrit ton livre, tu disais que les taux d'intérêt pourraient se rendre jusqu'à 5 là, si on regarde non, Michel, j'ai terminé mon livre, on était à 5. Et j'ai dit qu'il continuera à augmenter. Mais là, on pourrait même supposer que ça pourrait dépasser 5 On pourrait même... clair, on est déjà dépassé des 5 Bon, aux États-Unis, on n'est pas loin de 8. Puis, on pourrait aussi supposer que l'inflation va continuer de grossir. Oui. Et qu'on a quand même les problèmes climatiques qui vont continuer de s'accentuer. Vois-tu une solution à ce paradoxe-là? Oui, la réponse est oui. Puis je ne veux pas avoir l'air de souffrir d'angélisme, là. Ça fait assez longtemps que tu me connais. Je suis beaucoup de méchantes choses, là, mais je suis pas, on peut pas me qualifier d'angélisme, pas plus que je suis un jovialiste de nature. Mais je sors de cette crise-là relativement optimiste, justement parce qu'il en existe une solution. Puis non seulement il en existe une, mais on l'a tous éprouvé ensemble, on l'a tous testé ensemble. Et là, je vais utiliser deux mots, mais je veux pas qu'ils soient interprétés au sens politique du terme. Je vais les utiliser au sens économique de ce qu'ils veulent dire, ces deux mots-là. Ce que la crise nous a, la crise de la pandémie, j'entends, nous a démontré, c'est que seul, individuellement, on n'aurait pas pu s'en sortir. Sans vouloir partir de controverses autour des mesures sanitaires, le masque, le vaccin, toute la patente, là, une chose est sûre, c'est que si tu avais pris les 10 personnes les plus riches au monde, là, les Elon Musk, 2-3 oligarques russes, puis d'autres personnes, là, les Bill Gates et autres, s'ils s'étaient enfermés dans un sous-sol à quelque part pour se patenter un vaccin, c'était le meilleur vaccin au monde, puis ils se l'étaient injecté, ça n'aurait rien donné tant qu'il n'y a pas 7 milliards d'autres personnes qui sont aussi vaccinées. Autrement dit, on a tous réalisé à l'échelle de la planète qu'une crise telle que la pandémie ne peut se gérer que collectivement. Elle ne peut pas se gérer de façon individuelle. Bon, il y a des gens qui, encore aujourd'hui, ne le comprennent pas nécessairement, ont un peu de difficulté avec ça. Il y en avait 2-3 autour du Parlement il y a quelques semaines. Mais de façon générale, je dirais à 90 de la planète, les gens ont compris le message qu'il faut avoir des actions collectives. Là, j'arrive à ton exemple
du carburant, du pétrole, de tout ce que tu voudras. C'est sûr qu'on fait face à un problème. Tu as un approvisionnement russe qu'on essaye de contenir. Mais tu sais, dans le fond, tu n'aurais pas de crise en Russie que tôt ou tard, ça aurait été quelque chose d'inéluctable parce qu'on le sait, les ressources pétrolières, elles ne sont pas infinies là, à terme. De sorte qu'on est justement, du fait de ce qu'on a vécu, mais du fait de cette crise géopolitique, on est propulsé à réfléchir sur, OK, mais on fait comment là, pour que ça ne soit pas complètement fou d'essayer d'avoir des denrées, d'essayer de se déplacer. Et plus j'ai travaillé sur ce livre-là au cours des 2 dernières années, plus je me suis dit, la solution ne peut être que collective. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Si chaque Québécois, chaque Québécoise, demain, avait une auto électrique, okay, on dirait « Alléluia, on a fait notre part, c'est formidable ». Peut-être ici au Québec, parce que notre électricité, en principe, est propre, c'est l'hydroélectricité. Si la même chose se passait au Texas, on serait dans le marbre, parce que leur électricité est générée encore aujourd'hui par du charbon et du pétrole. Donc, ça ne change rien. Mais même au Québec, si chaque personne avait une Tesla, okay, ça ne changerait pas grand-chose parce que les Tesla ne sont pas produites ici. Construire une auto, c'est extrêmement nocif pour l'environnement. L'amener de la Californie jusqu'ici, c'est pas liant mieux. Puis ensuite, quand tu as 8 millions, disons, chaque personne n'aurait pas nécessairement une Tesla, admettons que tu as 3 millions de Tesla, ça route, bien, ça va continuer à croître, donc ça te prend plus de ponts, plus d'autoroutes, plus de troisième lien, plus d'un paquet d'affaires qui sont en soi des constructions qui sont polluantes. Face à ça, il en existe des moyens. Il y en existe des moyens et on a suffisamment de personnes brillantes ici au Québec et dans le monde pour nous expliquer que sur le plan logistique, c'est tout à fait faisable. Un des moyens, c'est le transport en commun. Là, on va bien se comprendre. Je ne suis pas en train de vanter l'autobus que tu attends une demi-heure, les 2 pieds dans le slot, avec une correspondance entre les dents. C'est pas ça. Et du transport en commun efficace, ça existe. Et je vais même aller une étape plus loin. Alors que beaucoup de personnes se disent, ouais, mais le commerce électronique, s'il y en a une qui est championne de ça, c'est bien toi. Le commerce électronique, c'est effrayant parce qu'on envoie des petits paquets un peu partout, c'est très polluant. Alors que ce n'est pas le cas. Toutes les études démontrent que c'est sûr que si tu prends un petit paquet que tu mets dans un camion vide, avec juste le petit paquet, tu l'envoies de Californie jusqu'à Rawdon, c'est sûr que ça coûte bien cher et c'est très polluant. Sauf que ce n'est pas le même que ça fonctionne. La logistique de transport en commerce électronique est au produit ce que le transport en commun est pour les individus. On agrège des lots, puis on les dispatche. De sorte que ça coûte bien moins cher que d'amener un produit de l'usine à l'entrepôt, de l'entrepôt à un autre entrepôt, du deuxième entrepôt au magasin. Dans le magasin, moi, il faut que j'aille, puis là, je prends ma grosse auto pour aller chercher un petit paquet, puis je reviens chez nous. Ça, c'est si je ne le retourne pas. Toutes les études démontrent que même au niveau des paquets, il y a une logistique de distribution qui est beaucoup moins coûteuse. Et je te rajouterais, si tu me permets, une petite parenthèse, je te rajouterais même que dans mon coin, comme je suis en région, plus souvent qu'autrement, ils ne viennent pas livrer chez nous. Ils vont livrer à la pharmacie, qui devient le dépôt du coin. Alors là, ils nous appellent la pharmacie, puis ils disent, va chercher ton petit paquet à la pharmacie, où il va y avoir une centaine d'autres petits paquets qui attendent. Alors, le livreur, Purolator, ne peut pas le nommer, il drop tout à la pharmacie, puis cassez-vous pas la tête, la pharmacie verra l'autre bout qui reste. Ben, mais en termes de trace carbone, là, enfin, je ne veux pas revenir, ce n'est pas le propos ici, là, mais il y a suffisamment d'études extrêmement bien faites qui démontrent que ça a plutôt un avantage. Maintenant, le point, c'est que ce soit en termes de transport collectif ou de transport de marchandises optimisées, OK? Les deux sont des solutions collectives. Et ce que la crise, en tout cas, moi, m'a appris, c'est fou parce qu'à la fin, j'ose même pas dire à la fin de la crise parce qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez, mais si on regarde en février, on commençait déjà à voir un clash se dessiner. Puis Isabelle Haché, qui est une chroniqueuse que j'adore, à 2 reprises dans ses chroniques, a utilisé les mots
Un clash entre libertaire et solidaire. Là, c'est les deux mots que j'utilise sur le plan économique, pas sur le plan politique. Libertaire contre solidaire. Chacun a le droit à sa liberté. Chacun peut faire ce qu'il veut. Si moi, je veux polluer, c'est bon. Ou tu veux être solidaire. Et moi, ce qui, encore une fois, là, je ne suis pas tout à fait un député de Québec solidaire, puis je n'ai pas fait de ma recherche à l'IRIS, là, je l'ai fait de HEC. Mais il en demeure pas moins que les solutions ne pourront être que dans une perspective solidaire. Elles ne pourront pas être dans une perspective libertaire. Pour moi, c'est clair. Et puis, j'ai vu que, bon, tu parlais des multiple open online courses que tu parlais déjà il y a 20 ans. Évidemment, tu es revenu sur le commerce en ligne. Bon, je me souviens, dans tes cours, il y a 20 ans, le monde riait presque de toi quand tu parlais du commerce en ligne. Il disait que, bon... Il ne riait pas presque de moi, il riait de moi. Non, c'est ça, c'était comme, bon, qu'est-ce que tu fumes, Jacques? Puis pourtant, puis je me souviens aussi... toi, tu analysais les états financiers d'Amazon qui a été très, très, très longtemps déficitaire et puis que, bon, c'était une grosse balloune qui allait péter. Pourtant, aujourd'hui, c'est la première entreprise mondiale. Il y a eu des changements dans les 20 dernières années. Oui. Il va encore y avoir des changements, mais évidemment, il y a tout le temps de la résistance aux changements. Tu sais, le télétravail, moi, ça fait longtemps que j'en parle. Puis, voyons donc, le télétravail, personne ne peut faire de télétravail. Tu ne peux pas changer des pneus en télétravail. Bon, les arguments, c'est vrai que tu ne peux pas changer des pneus en télétravail, mais à peu près, de mémoire, là, 60 de la population fait de l'économie et dans l'économie tertiaire. Donc, l'économie tertiaire peut être du télétravail. On s'entend que le primaire et le secondaire, tu n'as pas le choix. Couper un arbre, il faut que tu ailles dans le bois, puis transformer l'arbre, ben, il faut que tu le transformes dans une usine. Mais là, avec la pandémie, on n'a pas eu le choix. On l'a fait. Ça a eu un impact direct sur la pollution, sur l'encombrement des routes, etc., etc. Puis là, ben, avec la guerre en Ukraine, ça va continuer. Mais reste que la téléformation est encore en retard. Reste que le commerce électronique est encore en retard. Reste que le premier ministre Trudeau a décidé qu'il mettrait 4 milliards pour favoriser la transformation numérique. Transformation numérique, c'est le nouveau mot-clé comme l'intelligence artificielle. Tu viens de mettre ça dans ton plan d'affaires, puis le cash tombe. Pourtant, on sait qu'en France, 60 des firmes d'intelligence artificielle n'ont pas d'intelligence artificielle. Puis on sait que la transformation numérique, il y a beaucoup de monde qui font n'importe quoi. Il n'y a pas d'ordre professionnel. Moi, je suis dans un milieu de requins où tout le monde est un expert. Puis, tu sais, entre moi, qui a été formé par Jacques Nantel et qui a une maîtrise scientifique en commerce électronique, et quelqu'un qui a fait un cours de programmation HTML au Cégep, on est deux experts du numérique. Bon, tu sais, c'est pas simple. C'est pas simple là, de transférer l'information, d'avoir des standards, d'aider les entrepreneurs. Les entrepreneurs eux-mêmes, c'est pas facile de sélectionner des consultants, de trouver des technologies, de choisir les technologies, de les mettre en place. Comment tu penses qu'on va pouvoir arriver à faire ces transformations-là sans garrocher des milliards par la porte? Et tu vois-tu une solution à ces nombreux problèmes de transformation-là qu'on veut faire, qu'on met de l'argent pour qu'ils se fassent, mais qui ne se font pas nécessairement? C'est une question fourrante. Là, c'est la question que je me pose, moi, depuis longtemps, mais peut-être que toi, tu as une réponse. Ben, j'ai une partie de réponse. Encore une fois, je ne suis pas jovialiste, mais je suis plutôt optimiste de nature. Moi, je pense que les sociétés progressent toujours, généralement pour le mieux. Il peut y avoir des régressions. On en vit une en ce moment. Mais progressent toujours pour le mieux. Je suis vraiment un fervent de la pensée du siècle des Lumières là, qui dit que la connaissance vaut mieux que l'obscurantisme. J'y crois vraiment. Maintenant, ça n'avance jamais aussi rapidement qu'on voudrait parce qu'il y a toutes sortes, évidemment, d'impératifs qui peuvent être différents. C'est sûr que lorsque les gouvernements mettent de l'argent, bien, souvent, c'est sûr que tu t'annonces un programme de 4 milliards
tu vas créer plein de vocations chez des incompétents. Ça, c'est évident. Et ce n'est pas parce que tu es incompétent que tu peux ne pas être plugué. Donc, c'est sûr, c'est un peu comme d'argent c'est un peu comme de l'eau que tu mettrais sur une plage, puis à un moment donné, ben, elle disparaît. Ça va arriver. Je ne suis pas content de le dire, mais c'est vrai que ça va arriver. Par contre, là où je suis plutôt optimiste, c'est que les 2 dernières années nous ont montré, en fait, les 2 dernières années nous ont offert le plus gros laboratoire, puis les plus grandes expérimentations auxquelles on pouvait rêver. Le télétravail, c'est quelque chose qu'on connaissait bien avant. En fait, c'est fou. Moi, ce n'est pas mon domaine, mais lorsqu'on a commencé à dire, bon, vous restez à la maison, les gens disaient, c'est effrayant, ça ne sera pas bon. Puis après ça, le gouvernement a dit, ah, ben le PIB, il commence à remonter. Là, tu dis, ben, on ne peut pas être si improductif que ça, tout le monde à la maison, puis que le PIB continue à augmenter. Il doit avoir une certaine productivité. Et là, je me suis posé une question. Il y a dû y avoir des gens pas mal plus savants que moi qui ont étudié la question. Et là, je me suis amusé à faire ce qui est un peu mon métier. Je n'ai pas fait une recension exhaustive de la littérature, j'en ai lu un maudit paquet. Et ce qui semblait se dessiner, mais pas depuis le début de la pandémie, là. C'est des trucs qu'on connaît depuis au moins 20-25 ans, c'est que le télétravail génère plein d'avantages. Entre autres, il n'y a pas de baisse de productivité. Même quand il y a un delta, c'est vers la hausse. Tu as une diminution des coûts pour les employeurs, tu as une augmentation de la satisfaction pour les employés, puis évidemment, tu as une conciliation famille-travail qui est beaucoup plus aisée. Donc, tu te dis, c'est quand même des choses qu'on connaissait avant. Et là, tu te dis, ben, pourquoi, si on le savait, pourquoi on ne le faisait pas? Et la réponse est simple, c'est qu'il y a là des enjeux de pouvoir. Si tu es je m'excuse l'expression, mais tu sais, si quelqu'un est un boss de Bécosse à quelque part, puis il gère 5 employés, puis que sa gloire vient de leur dire, toi, là, il faut que tu rentres à 9 h le matin, pas une seconde de plus, ben, tu viens d'enlever son jouet, pas à peu près. Mais en même temps, tu viens de démontrer que peut-être qu'il ne servait pas à grand-chose. Et ça, cette expérimentation-là, faite à une échelle énorme, on parle de milliards de personnes dans le monde qui étaient en télétravail, fait en sorte qu'on ne peut pas maintenant remettre le dentifrice dans le tube. On l'a vu, là, on l'a compris. L'autre endroit où on l'a vu, c'est au niveau de la téléformation. Et encore une fois, je n'ai jamais dit, jamais, et je ne prône pas, et je ne l'ai pas écrit dans mon livre, qu'il faudrait que ce soit tout un ou tout l'autre. Je ne suis pas en train de dire que, ben, c'est sûr, c'est un et l'autre. C'est une complémentarité. Comme au tout début du commerce électronique, les gens disaient, ah ouais, oh non! Ah ouais, si les gens vont rester dans leur sol à magasiner. Je n'ai jamais dit ça. Mais quand là, ça fait ton affaire de ne pas sortir, c'est bien le fun d'avoir le commerce électronique. Tu peux faire un et l'autre. Là, on le comprend. Aujourd'hui, on le voit. Ben, ça va être la même chose sur le télétravail. Là où la télé quelque chose a été extrêmement signifiante, c'est du côté de la télémédecine. Tu sais, Michel, avant le début de la pandémie, le Collège des médecins défendait de faire une entrevue, encore moins évidemment, un diagnostic à distance. Les médecins n'avaient pas le droit. Et donc, la RAMQ ne les payait pas s'ils faisaient ça. Fini là. Là, tu te ramasses avec des gens qui ont peur de sortir. La dernière place où ils veulent se ramasser, c'est dans un cabinet de médecin parce que la personne à côté a peut-être la COVID, tu ne veux pas empoigner. C'est que qu'est-ce qui arrive? Tous les petits bobos, les gens ne sortent pas. S'ils ne sortent pas, ben, il n'y a personne dans les cabinets d'attente des médecins. S'il n'y a personne qui va voir son médecin, les médecins ne sont pas payés. C'est que soudainement, des médecins qui, jusqu'en 2020, ne savaient même pas comment utiliser une adresse email à des fins personnelles, professionnelles, soudainement, ont découvert les vertus de la télémédecine. C'est fou à quel point le cash parle fort et vite. Et là, en ce moment, ça ne reviendra pas, ça non plus. Je veux dire, la télémédecine, elle est là maintenant pour rester. Tout à fait. Tout ce qui leur manque, par contre, c'est de comprendre qu'il y a une technologie qui s'appelle Skype ou Zoom. T'sais. Parce que moi, je parle à mon cardiologue au téléphone. Il va faire un Zoom, au moins, il prend moi la face. Oui, mais Michel, c'est la stratégie des petits pas. Déjà qui parlent par téléphone, c'est déjà une grande avancée. Un grand progrès. Oui, puis qui m'envoie un courriel au lieu, qui me demande d'aller à la pharmacie, envoyer un fax, parce que le fax n'existe plus ailleurs que dans les pharmacies. C'est un step bien en avant.
D'ailleurs, ma conjointe qui est psychologue a commencé à faire de la téléconsultation. Oui. Elle était très, très, très réticente parce qu'elle avait l'impression que ce ne serait pas le même contact avec ses patients. Puis finalement, bon, c'est une ordre dinosaure comme plusieurs personnels de la santé. Finalement, elle adore ça. Et finalement, elle trouve que ça a baissé le taux d'absence. Ben oui. Parce que le patient, quand il y a une tempête, ça ne tente pas de revoir son psy. Tandis que là, fait un zoom, puis ça marche. Puis deux, elle s'est rendue compte que c'est dans le visage que ça se passe. Oui, Fait que le visage, tu le vois ton patient, là, tu sais. absolument. Puis elle a même trouvé des solutions parce que, tu sais, des fois, mettons, tu as un problème de couple, puis tu veux parler à ton psy, tu ne veux pas parler à ton psy de ta conjointe ou de ton conjoint qui est assis à côté de toi. Alors, dans ce temps-là, ils vont faire leur téléconsultation dans leur voiture. Absolument. Alors, tu sais, il y a des solutions. Puis finalement, ben là, elle se pose la question, est-ce que je vais retourner à mon bureau, qu'elle a quand même continué de payer, mais qui est vide depuis 2 ans? Ça ne tente pas vraiment. Et en même temps, ben, si on revient à la question de la télémédecine, tu sais, moi, puis bon, je suis vieille, toi aussi, tu es vieux. Tu sais, nous autres, notre médecin de famille, là, il se déplaçait. Ah ben oui. Puis le médecin de famille, on allait le voir à son bureau. On n'allait jamais à l'hôpital. Tu allais à Non, l'hôpital quand ça saignait. Si ça ne saignait pas, tu n'allais pas à l'hôpital. Pourtant, autour des années 90-2000, il y a eu un virage. On a fait le CHUM, qui est un monstre. C'est un méga hôtel où, évidemment, il faut que tu payes du monde qui font le ménage, qui font la bouffe, qui font ci, qui font ça. Puis au moindre bobo, il faut que tu ailles à l'hôpital. On a des CLSC qui, finalement, n'ont jamais vraiment servi parce que, tu sais, même ici à HEC, là, moi, je suis allé à un moment donné faire enlever des points de suture. Quand je suis allé dans la portion médicale du CLSC, je suis tombé sur le cul. Ils sont équipés comme ça se peut pas, absolument. mais il n'y a pas de médecin. Fait que C'est c'était ça. une infirmière qui m'a enlevé les points, puis merci, bonjour, retourne chez vous. À part de ça, bref, il y a des solutions. Puis effectivement, la crise nous permet d'entrevoir des solutions et nous permet de changer nos habitudes et peut-être, comme tu le dis, d'accélérer les changements. Ben, Michel, moi, j'irais même plus loin. Non seulement elle nous permet, elle nous force. Parce Oui, que c'est pas comme ah, ouais, on a fait l'expérience, c'était bien le fun, mais oh, on va retourner en 2018. On aimait pas mal ça. On a tellement hâte d'être dans des bouchons de circulation sur la route et retourner au centre-ville. Non, non, regarde bien, là. Cette crise-là, là, c'est pas un épiphénomène. Il y en a un autre qui s'en vient. On la connaît. tout à fait. Puis là, on vient de te perdre la face, Jacques. Oh, elle est Oui, revenue. elle devrait revenir. Elle devrait revenir. Puis toi, là, mettons qu'on fait de la politique fiction, là. Oui. Voilà. Demain matin, tu es élu premier ministre. Ah, une dernière chose que je souhaiterais. Moi, non, je sais. Pourtant, tu serais un crise de bon premier ministre parce que, bon, tu as une vision. Alors, alors, avec la crise qu'on vit, là, avec l'Ukraine, avec ce qu'on dit, les taux d'intérêt qui montent, l'inflation, le problème pétrolier, le problème de l'approvisionnement, le problème même peut-être de faire pousser des légumes parce que là, on va peut-être avoir malgré qu'au Canada, on a le potache, là, on a quand même de l'engrais au Canada, je pense que c'est au Manitoba. Mais on va avoir des problèmes. Là. On va avoir des gros problèmes. Toi, ça serait quoi tes priorités comme premier ministre pour aider autant les consommateurs, parce que c'est ça ta spécialité, qu'aider les entreprises à traverser ce qui s'en vient dans les prochains mois? Ben, c'est une bonne question. Hein. C'est des. Ben, les prochains mois je te dirais que réfléchir en termes de mois, déjà en partant, ce serait une erreur parce que je pense que les enjeux sont beaucoup plus structuraux que ça. Sont beaucoup plus pardon, structurels que ça. Les enjeux sont tels que, ne serait-ce que pour des raisons de changement climatique, vois-tu, quand j'ai écrit le livre, là, je venais de lire le rapport du GIEC, mais pas celui qui vient de sortir, forcément, Oui, l'autre mais le avant. précédent. OK? Puis déjà ce n'était pas particulièrement youplala. Et je dois dire que je suis vraiment impressionné par le nombre de chercheurs puis la
qualité des chercheurs qui sont derrière ces recherches-là. Je viens de terminer celui qui vient de sortir. Disons que ça ne va pas nécessairement dans une meilleure direction. De sorte que ça, on le voit. Là. Tu sais, la pandémie, elle nous est tombée dessus là, en dedans d'un mois. Ça, on a au moins le mérite de le voir. De sorte que, moi, je te dirais, et c'est peut-être pour ça que je ne voudrais surtout pas être premier ministre, essayer de penser en termes de mois, c'est déjà une première erreur. Je pense qu'il faut y penser de manière beaucoup plus structurelle. Et je m'explique. Regarde. Prends le problème de l'inflation. Okay? J'en parle beaucoup dans mon livre. Le problème de l'inflation n'est pas un problème transitoire. Là, je pense qu'on commence à s'en rendre compte. Il y a, juste avant de commencer même à penser, réfléchir à mon livre, j'ai lu un livre absolument remarquable d'un prof émérite à la retraite, donc bien meilleur que moi. Arrête donc. Non, qui s'appelle... Ne sois pas trop humble, Jacques. Tu es toi aussi professeur émérite et tu es très largement cité et tu as publié... Non, mais tu sais, regarde, là, on sait que tu es un top, Jacques. Là. Oui, mais je vais parler de lui parce que lui, ce professeur-là s'appelle Charles, comme Charles, Goodhart, comme bon cœur, Goodhart. Il est professeur émérite au London School of Economics. Et il a écrit un livre. Excuse-moi, ça, c'est le HEC britannique. Oui. Il aime beaucoup dire ça d'eux-mêmes, effectivement, que c'est le HEC à Montréal britannique. Mais enfin. Le titre du livre, ça s'appelle The Great Demographic Reversal. OK? Oui. Alors, Goodhart, c'est un économiste, mais c'est un économiste qui s'est toujours beaucoup intéressé à la démographie, l'impact de la démographie sur l'économie. Et donc, avant même la pandémie, il écrit son livre et il dit « L'inflation va pogner dans le monde pour une raison bien simple. Pour la raison exactement inverse ou miroir de la raison pour laquelle on a eu tant de croissance depuis 1970. Et tout ça a trait au fait que de 1970 à peu près à 2020 ou 2010, on a libéré, on a libéré toute une capacité de production liée à des personnes qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas sur le marché du travail ou ne contribuaient pas à l'économie de la consommation. La Chine, évidemment, les anciens États de l'Europe de l'Est et les femmes. OK? Donc, tu mets en dedans de 40 ans les femmes, tu mets l'Europe de l'Est, tu mets la Chine à contribution, puis il ne faut pas que tu te surprennes que soudainement, la productivité augmente. La productivité augmentant, bien, ça crée ce qu'on appelle une déflation. Si on veut, les prix diminuent parce que tu as beaucoup plus de capacité de production. Alors, lui, il dit, regarde, moi, ça fait 40 ans que je regarde ça aller, mais savez-vous quoi? Là, ça va commencer à tourner dans l'autre sens. Et il prend, pas à titre d'exemple, mais il documente ça. Il dit, regardez juste en Chine, ils ont depuis longtemps la politique de l'enfant unique. Alors, si les deux travaillent et ont juste un enfant, par définition, tu vas arriver contre un mur. Tout le monde va dire oui, mais ils ne sont plus là parce qu'ils permettent maintenant d'avoir 3 enfants. La majorité des familles chinoises ne veulent pas 3 enfants, ils sont encore à un enfant. Ils ont goûté c'est quoi devenir la classe moyenne, ils ne veulent surtout pas 2 autres enfants. C'est qu'en ce moment, au moment où on se parle, parce que les Chinois vieillissent d'une année comme nous autres à chaque année, tu commences pas à avoir, il y a littéralement, sur le plan démographique, une diminution de la productivité. Et c'est comme ça à peu près partout. Ça, c'est un des exemples. Mais déjà, lui, avant la pandémie, disait, si tu as une diminution de la productivité, malgré le fait que tu puisses avoir des développements technologiques, ça va créer de l'inflation. Bien, c'est exactement là où on est en ce moment. Rajoute la pandémie à ça. Rajoute le fait que si tu enlèves le pétrole russe, ça vient générer. L'inflation n'est pas un phénomène temporaire. Plus que ça. Les taux d'intérêt, qui est le seul mécanisme que l'on a pour gérer l'inflation, les taux d'intérêt, dans le fond, quand on y pense, évidemment, ils vont augmenter. Ce n'est pas une révélation que je fais ce matin. Là. Les taux d'intérêt vont augmenter bien davantage que là où on est, soit en passant.
Mais quand on regarde ça, il y a bien des gens qui se disent ouais, mais là, d'ici 2 ans, ils vont redescendre à 0,25. Non, non, mais regarde, si on prend un portrait beaucoup plus large de l'économie, le outlier, le point là, qui ne fait pas de sens, ce n'est pas maintenant. Ça a été les 30 dernières années où on a carburé à un coût de capital tellement bas que ça n'avait littéralement pas de sens. Fait que c'est comme si il y a beaucoup de phénomènes qui commencent à se mettre en branle pour créer une économie qui va être radicalement différente de celle qu'on a connue à venir jusqu'à 2018. De sorte que, et ça ne sera pas 2 mois, 3 mois. Là. Moi, quand on me dit en 2023, tout ça va être fini, bec et bobo, ça va être réglé, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, du tout. Ce n'est pas une opinion. Là. C'est basé sur 2 ans de recherche de tous ces chiffres-là. Et, soit dit en passant, je suis de moins en moins marginal là-dedans dans le mode de fonctionnement. Les 2 derniers numéros du magazine Forbes, qui n'est pas tout à fait un magazine bolchevique, là, disent exactement la même chose. Et ce n'est pas les seuls. Donc, si on est pour s'en aller dans une économie qui ne carbure plus à des coûts de capitaux très bas, dans lequel il y a une inflation, dans lequel les taux d'intérêt risquent d'être plus élevés, et ce pour plusieurs années, il est peut-être temps qu'on commence à reviser, et là, on fait la boucle, les valeurs de notre société. Si on est pour avoir moins de ressources, si on risque d'être dans une période où c'est moins le party, qu'est-ce qu'on va vouloir privilégier? OK? Puis, ce n'est pas un luxe de se poser la question. Un des grands reproches que j'adresse d'ailleurs dans le livre, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, parce qu'ils travaillent très, très fort, je l'adresse notamment aux chambres de commerce, qui, pendant 2 ans, ont regardé passer le télétravail en disant c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Qu'est-ce qu'on va faire de nos immeubles? Il faut ramener le monde au centre-ville. Ils ont payé des publicités à grand prix en disant ben, j'aime mon centre-ville, puis on sort le fouet, puis revenez au centre-ville, sans passer beaucoup, beaucoup de temps à se demander la question ben, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose que les gens reviennent juste 3 jours par semaine, en même temps que ce ne soit pas les 3 mêmes journées tout le monde, là, mais dispersés dans le temps. C'est peut-être pas une mauvaise chose et ça nous permettrait peut-être de repenser nos centres-villes. Mais honnêtement, on a mis pas mal plus d'argent sur la publicité que sur le thinking de qu'est-ce qu'on fait avec nos centres-villes. Et ça, je trouve que c'est un manque de responsabilité. Parce que ça part du principe de dire non, tout ce béton, tout ce verre, tout cet acier, on ne peut pas perdre ça. Non, regarde bien, là. Les gens qui possèdent les infrastructures de centre-ville sont souvent les mêmes qui nous disaient dans les années 70, lorsque les usines de textiles partaient pour la Chine, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas arrêter le progrès. Ben, on ne peut peut-être pas arrêter le progrès non plus pour les centres-villes. Il faut peut-être l'assumer, par exemple. Puis, justement, moi, j'habite en région. J'ai vu que les régions ont une croissance économique hallucinante. Oui. Beaucoup de monde sont partis de Montréal pour aller en région à cause de la qualité de vie, puis le télétravail, puis les centres-villes renaissent. On se rend compte, évidemment, le gouvernement du Québec investit, ce qui est une très bonne idée, pour les serres. Ils ont donné des tarifs préférentiels d'électricité pour ceux qui feraient des serres. On commence à parler d'autonomie alimentaire. Avec toutes les crises qu'on vit, en même temps, est-ce qu'il faudrait justement, puis on sait, l'information est très montréalocentriste, c'était Montréal. Mais en même temps, l'espoir, est-ce que ce serait, puis je reviens si c'était premier ministre, est-ce que l'espoir, ça pourrait être les régions? Est-ce que justement les régions, puis sans devenir des Amish, là, est-ce qu'on pourrait revenir à une vie communautaire, régionale, où on fait pousser nos légumes? Même que j'avais vu aux États-Unis, il y a des nouveaux complexes immobiliers qui se construisent autour de fermes collectives qui sont faites sur les anciens terrains de golf. Il y a moins de... Fait que là, on va enlever toute la crap d'herbicides qu'il y avait là. On va commencer à faire pousser des légumes. Il va y avoir 2-3 chevaux que le monde peut se promener avec le soir. Puis on va faire des condos tout le tour d'une ferme collective. Tu sais? Donc, il y a des nouveaux modèles qui apparaissent. Puis toi, c'était premier ministre. Puis là, tu te dis avec raison,
Les chambres de commerce, ben, pas les chambres de commerce, la chambre de commerce du Montréal métropolitain, pour ne pas la nommer, qui faisait tous les efforts pour qu'on revienne à Montréal. Ben, Montréal pourrait avoir une autre vocation et les régions aussi pourraient avoir une autre vocation. Est-ce qu'on ne devrait Absolument. pas investir justement dans la réflexion de ces nouvelles vocations et faciliter cette transition-là? Bien, la réponse est oui, bien sûr. Puis c'est pas je m'excuse du terme anglais, mais c'est pas le brain power qui manque. Là. Au contraire, il y en a plein de monde qui ont réfléchi depuis longtemps à ces modèles-là, qui sont extrêmement intéressants. Malheureusement, ça, c'est une personne avec qui j'ai travaillé très tôt dans ma carrière qui avait cette expression-là. Malheureusement, quand tu es président de quelque chose, ben, tu te dis, regarde, si je suis président de quelque chose, c'est forcément parce que je suis plus intelligent que les autres. Donc, ma parole vaut mieux que celle de n'importe qui d'autre. On ne consulte pas vraiment les gens qui auraient la capacité d'innover. Il y a une journaliste, lorsque le livre est sorti, qui m'a posé une question que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui disait, qu'est-ce qui nous manque pour faire ce genre de pas-là, un peu comme les exemples que tu donnais, Michel? Et est-ce que c'est notre créativité ou est-ce que c'est notre courage? Puis je dis, écoutez, la créativité, c'est sûrement pas ça qui nous manque parce qu'on a réussi d'en faire étalage, pas à peu près depuis 2 ans de créativité. Donc, c'est sûrement le courage qui risque de manquer. Et moi, je suis convaincu que c'est ça qui est le problème. Parce que tu as raison. Une des choses qu'on a apprises, qui est dans le livre d'ailleurs, une des choses que je trouve fascinante, qui nous est venue, et le terme n'est pas trop fort, comme une révélation, c'est de dire, oh mon Dieu, qu'on est dépendant des longues chaînes d'approvisionnement. Puis tout le monde le sait, une chaîne ne peut pas être plus forte que son plus faible des maillons. C'est que là, tu as plein de chaînes qui ont pété, qui pètent, qu'on a de la misère à raboudiner pour toutes sortes de raisons. Alors qu'on n'a pas toujours été comme société plurielle, dépendant de si longue chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est toute la logique. Et j'y ai contribué. Comme prof, je l'ai enseigné ça longtemps. Les beautés de la mondialisation basées sur la théorie des avantages comparatifs. Moi, je suis bon ici pour faire, je ne sais pas moi, du minerai de fer. Toi, tu es bon pour faire du textile. On se spécialise and we trade jusqu'à ce que quelque chose pète puis qu'on ne peut plus trader. Puis là, on se rend compte qu'on est un peu vulnérable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille mettre à la poubelle les principes de la mondialisation. Je ne suis pas à ce point-là naïf, mais je ne suis pas à ce point stupide non plus de voir qu'il y aurait peut-être un certain avantage à avoir un minimum de sécurité ici en termes de capacité de production, notamment en termes de capacité de production alimentaire. C'est ça. Ben, écoute, on va souhaiter qu'il y ait des gens de décision qui nous écoutent. On va le souhaiter. Et que peut-être qu'on commence à investir dans la réflexion puis dans la transformation autre que numérique, parce qu'évidemment, la transformation numérique va être essentielle, mais la transformation sociale aussi. La transformation commerciale. Puis, tu sais, c'est drôle, un matin, je suis allé voir un de mes amis, MD Sport de Rawdon, pour ne pas le nommer, qui commence à faire du commerce en ligne, puis c'est ardu, puis c'est compliqué, puis blablabla, blablabla. Puis je disais, écoute, là, tes guns que tu vends, tu devrais les mettre en ligne. Ça fait longtemps que je dis. Je dis, oh, tu m'avais dit, on peut pas, on n'a pas le droit de les vendre en ligne. Non, je dis, tu n'as pas le droit de les vendre en ligne, tu as le droit de les montrer en ligne, puis dire de venir les acheter dans ton magasin. Puis, tu sais, il n'y a pas tant de monde que ça qui vendent des armes. Les chasseurs, il y en a. Puis là, ben, il me révèle qu'il a livré un premier gun. Il n'a jamais fait ça, livrer un gun. Puis là, ben, il s'est renseigné, puis il a appris, puis voici la procédure que le gouvernement pour aller livrer un gun à quelqu'un, puis puis il est allé livrer le gun, puis là, il était tout émerveillé de ça. Mais il y a plein, je me souviens, il y a 20 ans, c'était impossible d'acheter des souliers en ligne. Pourtant, il y avait Zappos qui en vendait pour 1 milliard. Absolument. Puis Zappos a arrêté d'en vendre au Canada parce que les douanes les faisaient trop chier, parce qu'évidemment, c'était bien compliqué. C'est du cuir qui vient d'Italie, puis le soulier est fait au Brésil. Puis bon, ben, chaque particularité avait une taxe différente, ce qui fait que les autres, c'était un mal de tête épouvantable pour livrer une paire de souliers ou une paire de bottes. Mais il y en a des vendeurs de souliers et de bottes au Québec. Qui peuvent vendre, puis qui peuvent vendre en ligne. Puis un coup que tu sais ta grandeur, puis tu sais la marque, ben, tu sais que si tu achètes un autre paire, ça va être la même grandeur, la même marque, la couleur va être différente. Ce n'est pas un problème.
Mais ça, Michel, tu as très bien raison. Mais un des gros problèmes, puis on ne viendra pas là-dessus. Je pense que tous les gens qui nous écoutent le savent autant que nous. Là. Un des gros problèmes, c'est que pour une des rares fois, les détaillants ont été à la remorque des consommateurs. Les consommateurs ont été bien plus vite que les détaillants là, pour changer leur mode de consommation. De sorte qu'on a un paquet de nos détaillants qui se sont ramassés. Au moment où on se parle, il y a encore 13 du commerce maintenant qui passe en ligne. C'est que si toi, tu es un détaillant et tu n'as aucun site, tu n'as rien, tu viens de perdre 13 en partant. Oui, puis là, tu disais qu'on s'en allait vers le 18. Oui, oui. Ben, on est monté. On est monté jusqu'à 20 au maximum de la pandémie. Et dans le fond, ça nous a propulsés. Et on est aujourd'hui là où on faisait des prévisions, là où on serait dans 5 ans. La pandémie nous a propulsés, là, littéralement 5 ans en avant. Puis là, ça va s'accélérer pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a pas grand monde, honnêtement, là, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui n'ont pas déjà, au moins acheté une patente sur le web, ne serait-ce que parce qu'on était tout enfermé dans son sous-sol, on n'avait pas le choix. Oui, oui. Mais écoute, Jacques, merci infiniment. Encore une Et fois, moi, un livre à lire. Notre consommation entre pandémie et crise climatique. On pourrait ajouter et crise géopolitique de l'Ukraine, sans sortir. On n'est pas au bout de nos peines, mais on n'est pas non plus au bout de nos innovations et au bout de notre adaptation. Puis, je pense que c'est le signe chinois de crise qui dit qu'effectivement, c'est à la fois un drame et à la fois une opportunité. Tous ne saisiront pas l'opportunité. Et effectivement, il y a des gens qui vont souffrir parce que, dépendamment de la condition où ils sont, le contexte où ils vivent, ça va être extrêmement difficile pour eux autres. Et c'est pourquoi la notion de collectivité dont tu parlais dans cet entretien-là va être importante. Puis c'est là que nos valeurs, au pluriel, risquent de devenir plus importants que la valeur au singulier. absolument. Merci beaucoup, Michel, Jacques. c'est un grand, grand, grand plaisir. Toujours un grand plaisir. Et merci à vous tous et toutes.